Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouvel entretien essentiel. Nous sommes avec le docteur Louis Fouché, et même chez Louis Fouché. Bonjour. Bonjour, Merci de nous accueillir. D'être ici, ouais. Et merci beaucoup pour tout ce que fait ce François. J'ai à la fois de l'admiration et de la reconnaissance, parce que c'est un média aujourd'hui qui fait de manière différente et qui présente l'information de manière ample, plutôt apartisane. Et ça fait partie des bases solides sur lesquelles je peux me référer. Et tout ce que j'ai vu dans cette année et demie qui a précédé, c'est des informations scientifiques qui étaient loyales, claires, appropriées. Et quand elles étaient injustes, étaient critiquées par vous-même aussi, si jamais elles n'étaient pas correctes. Donc il y a à la fois une grande probité, une grande éthique, et puis une volonté d'éclairer plein de sujets différents. Donc voilà, moi je suis reconnaissant que vous veniez ici aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, c'est un grand plaisir. On va parler de cette année et demie, bientôt 2 ans écoulés, et aussi de votre livre qui s'appelle « Tous résistants dans l'âme, éclairons le monde de demain » aux éditions Guy Trédaniel. Il est issu d'entretiens avec Stéphane Chatry, qui ont été retranscrits un petit peu amendés pour le livre, je crois. Vous aviez avec lui évoqué 3 grands sujets au départ, le néolibéralisme, la permaculture et les arts militants. Et puis ce livre s'est étendu à d'autres sujets comme l'immunité et l'autonomie en santé, le transhumanisme et le déferlement totalitaire et les libertés, avant de se conclure sur quelques perspectives pour demain. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander si vous êtes... si vous retournez sur tout ce qui s'est passé depuis 2 ans là, comment vous vous sentez? Est-ce que ça vous donne un peu le vertige? Où vous seriez si c'était pas passé tout ce Covid? Je crois qu'avant même tout ça, vous aviez déjà des envies d'ailleurs, de militantisme, de permaculture ou autre. Quel est votre regard? Il y avait des envies de partir sans jamais le faire, parce que en fait, la vie de bourgeois nanti médecin est trop confortable. Et donc pris dans ce confort-là, avec un bon salaire, une reconnaissance sociale qui est importante, avec un métier sympa aussi, où on prend soin des autres, bah, ça fait qu'on n'a pas vraiment, à la fin, d'impulsion à changer sa vie, et que tout paraît parfait comme ça, tout en reconnaissant que derrière, bah, il y a plein d'inégalités dans le monde, il y a plein de gens qui souffrent, il y a plein de choses qui se font au nom de la science, au nom de la médecine, qui n'ont pas de sens et qui sont pas justes. Que nos systèmes politiques sont malades, que notre système économique est extrêmement malade. Et donc il y a à la fois cette sensation diffuse que le monde est en train de courir à sa perte, c'est qu'on appuie sur l'accélérateur pour foncer droit dans le mur, et à la fois l'idée que faudrait se protéger dans ce qu'on peut garder, quoi. Anesthésiste, réanimateur, ma foi, je suis bien dans ce truc-là. Donc la crise est une chance, elle vient secouer le cocotier et me forcer à tomber. Et donc cette chute-là, en fait, c'est vraiment une occasion qui est donnée de transformer tout et de tout remettre à neuf, bien au-delà du Covid, bien au-delà de la situation personnelle, de questionner l'ensemble de notre société, de se dire comment moi et puis nous, les gens qui y a autour, on peut être les artisans d'un monde un peu meilleur, d'essayer à notre mesure de faire notre part pour le transformer. Mais donc ça a accéléré quelque chose chez vous qui était déjà en germe depuis longtemps. On le voit d'ailleurs dans ce livre avec beaucoup de lectures, de réflexions, d'initiatives que vous aviez mûries, qui sont pas sorties de nulle part. Oui, ça arrive pas comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Finalement, l'ensemble des crises qu'on traverse, elles étaient déjà là. Le Covid sert de révélateur, comme en photo, quand on a le négatif qui est tout près, et puis qu'on va le mettre dans l'eau, vous savez, les anciennes photos argentiques, et puis ça va apparaître, quoi. Tout ce qui était qu'on avait enregistré dans la pellicule n'attend plus que d'être révélé. Donc là, c'est pareil. Le travail sur la gouvernance partagée, sur la coordination de collectifs, sur la structuration réseau, il était déjà là. J'avais déjà travaillé à l'hôpital, j'avais déjà structuré des réseaux de soins à domicile, des choses comme ça. Tout le travail sur la création monétaire, il était déjà en germe aussi. Tout le travail avec les artistes sur essayer d'en faire des témoins de la beauté et de ce qui est chouette dans notre société, dans notre monde, il était déjà là aussi comme une critique de l'art contemporain bullshit, où on donne des millions à des gens qui sont des imposteurs. Donc effectivement, il y a l'ensemble l'ensemble de ce qui fait que je me suis mis en mouvement était déjà là. Simplement, il y avait une sorte de paresse. C'était trop confortable de rester dans la situation du médecin qui dit amen à la doxa dominante. Mais j'étais bien persuadé déjà que l'ensemble de la narration médiatique, politique et financière était tissée de mensonges, et qu'il fallait aller regarder un peu plus derrière le miroir pour comprendre vraiment les grands enjeux. Le livre s'ouvre d'ailleurs sur la lettre que vous avez co-signée avec votre femme, qui
qui est une lettre étonnante presque de reconnaissance à cette crise et à ceux qui en ont été les instigateurs, les marteleurs, en disant finalement ça nous a, malgré toutes les difficultés générées, ça nous a obligés à faire un mouvement de vérité, quoi. Ouais, c'est quelque chose qui est un peu surprenant pour les gens. On a même certains qui ont pensé que c'était cynique, que ça pouvait être sous la forme d'une blague, mais non, en fait, c'est tout à fait réel. La crise est notre petit maître. Elle vient nous apprendre ce qui va pas. Elle vient nous donner des clés aussi de résolution. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron, Olivier Véran, c'est pas des ennemis, c'est pas des gens qu'il faut faire tomber, c'est des petits maîtres qui viennent apprendre où sont les failles et nous montrer où sont les failles. Ça rejoint un peu la logique de l'aïkido. L'autre, c'est pas votre adversaire, c'est votre partenaire qui vient vous aider à être plus stable sur vos pieds, parce que chaque fois que vous l'êtes pas, il va vous faire tomber. Et vous, par contre, vous allez aussi comprendre comment le faire tomber en trouvant quels sont les points de bascule et les failles de sa propre structure. Donc, ouais, moi je ressens vraiment ça de manière authentique, c'est de la gratitude pour ce qui est en train de se passer. J'aurais pu continuer mon métier, continuer à m'aveugler sur le système scientifique, de la publication scientifique. Et en fait, en 1 an et demi, j'ai jamais appris autant de choses, j'ai jamais rencontré autant de gens, j'ai jamais découvert autant de vérités profondes sur l'humain et comment il vit ensemble et comment il vit dans ce monde. Donc je suis plutôt joyeux en fait. Et il y a plein de gens qui regardent, oh, mais t'as perdu ton boulot, tu gagnes plus un rond. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est que la contingence matérielle en fait. Je me fais aucun souci pour l'avenir. La réalité, c'est que j'ai jamais été aussi libre en fait. Et donc au cœur de la contrainte, ça paraît paradoxal, au cœur d'un déferlement totalitaire, j'en parle, en fait s'ouvrent plein d'espaces de possibles et de résolutions. C'est parce que les cinémas sont fermés qu'on peut inventer de nouvelles façons de projeter des films et d'en discuter, de faire des cafés-débats et des ciné-débats. C'est parce qu'on peut plus aller à la bibliothèque que peut-être au sein des collectifs locaux actuellement sont en train de se mutualiser les bibliothèques qu'on voit derrière vous. Et que les gens viennent parler des livres qu'ils ont lus en disant pour de vrai, tiens regarde, celui-là c'était chouette. Donc il y a des réunions qui se font aujourd'hui dans les collectifs locaux pour aller mutualiser les bibliothèques. C'est parce que la crise a eu lieu et empêche les artistes d'exister qu'ils commencent à se refaire des concerts privés où on retrouve l'idée du mécénat et l'idée qu'on a besoin des artistes et que c'est pas une structure éthérée, étatique qui devrait arroser de pognon les copains de Jack Lang, mais au contraire financer ce qu'on aime et ce qu'on pense être beau. Enfin voilà, donc je sais pas si je réponds directement à la question, hein, mais je ressens vraiment de la gratitude pour tout ce qui est en train de se passer parce que ça déclenche une transformation à la fois personnelle et à la fois collective et à la fois de notre monde dans son ensemble qui est juste nécessaire. C'est-à-dire que si vous prenez juste des questions thermodynamiques et environnementales, la façon dont vivent les Occidentaux aujourd'hui n'est pas tenable. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des gens comme Jean-Marc Jancovici ou d'autres. C'est des discussions qui se font à l'Assemblée, qui se font à l'Union européenne, de dire mais on ne peut pas continuer à vivre comme des gros Américains nantis qui consomment un nombre de kilowattheures qui est absolument considérable et qui font qu'aujourd'hui on vit comme le train de vie du roi de France avec 200 esclaves énergétiques qui pédalent pour nous pour juste faire tourner les lumières, etc. Qui sont invisibles, parce que c'est plus confortable. On veut pas savoir ce qu'il y a derrière notre... vous en parlez dans le livre, derrière notre... vous expliquez que derrière notre téléphone, on va pas citer de marque, mais notre téléphone intelligent, il y a une réalité sociale et écologique désastreuse ou vertigineuse qu'on ne peut pas voir et qu'on ne veut pas voir. C'est même fait pour qu'on ne puisse pas la voir. Et c'est cette crise qui accélère peut-être le révélateur aussi. Oui, et puis une remise en question, effectivement, de notre rapport à la technique. La technique est une sorte d'impensé pour beaucoup de gens. Leur téléphone portable est naturellement le prolongement de leur main. Et ils le conçoivent comme les lunettes ou le marteau qui serait naturellement le prolongement de la main. Mais en fait, il y a des penseurs intéressants, que ce soit Jacques Ellul, Ivan Illich ou d'autres, qui ont questionné la question de la convivialité de la technique. La convivialité, c'est quoi? C'est est-ce que la technique nous aide à vivre mieux ensemble et va faire que l'ensemble de l'espace commun public est propice à la joie et au bonheur, ou est-ce qu'au contraire, la technique va être un outil d'asservissement? Et en fait, c'est toujours un peu les deux. Et ça fait dire à beaucoup de gens, la technique n'a pas d'intention, ça dépend comment vous vous en servez. Voilà, un couteau peut servir à peler une pomme ou au contraire à tuer quelqu'un. Sauf que, en fait, l'intention derrière la technique et puis l'ensemble des non-dits effectivement qu'il y a derrière les systèmes techniques influence énormément ce qu'elle va précipiter dans le réel.
Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, effectivement, derrière un iPhone, vous avez des super pouvoirs. Ça vous permet de savoir où il y a un restaurant dans la seconde, d'appeler un Uber, etc. Mais vous avez aussi des multinationales qui sucent vos data et les monétisent à la plus haute valeur ajoutée possible. Vous avez aussi une dépendance éternelle à ce système technique qui est induite parce que vous en devenez dépendant. Vous ne pouvez plus vivre autrement. À partir du moment où on aura décidé qu'il n'y a plus de cash ou des choses comme ça et qu'il n'y a plus de carte bleue même, que vous devez payer par votre téléphone portable, en fait, si vous ne l'avez pas, vous êtes déclassé. Et donc là, vous vous apercevez que la technique elle-même induit un changement dans le contrat social. Qu'est-ce qui fait que vous faites partie de nous? Et ça doit normalement être régulé par le groupe social, familial et politique. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus parce que la technique va toujours plus vite que ce qui est capable de mettre comme régulation le groupe social. C'est la question de la disruption. Et ça veut dire que celui qui est le tenant de la technique va toujours prendre le pouvoir, en fait, sur le groupe social, le groupe familial. Dit autrement et plus simplement, pour mettre des mots simples, ça veut dire que c'est pas vous qui décidez si votre fille de 12 ans a un iPhone dans la poche aujourd'hui. C'est Google, c'est Amazon, c'est Microsoft, c'est Facebook, mais c'est pas vous. Et c'est pas le politique, et c'est pas une grande réflexion des sages sous le baobab ensemble à se dire bon, comment on ferait le meilleur bien commun possible. Donc aujourd'hui, la technique, elle n'est pas faite pour le meilleur bien commun. Et en plus, derrière, il y a des contraintes techniques qui sont cachées. Votre iPhone, vous le caressez, il paraît comme une boîte noire, absolument lisse, simplissime. Mais dedans, il y a des antennes fractales. Il y a du tantal, il y a des supraconducteurs, il y a du lithium, et en fait, des métaux rares, etc., qui induisent effectivement des dépendances à la fois énergétiques ou en ressources, qui ont des enjeux géopolitiques très forts, qui font que aujourd'hui des guerres sont fomentées en Amérique du Sud pour avoir accès au lithium, qui font qu'il y a des guerres qui sont fomentées en République démocratique du Congo ou ailleurs pour avoir accès au tantal ou à d'autres supraconducteurs. Et non seulement vous avez ces enjeux géopolitiques, mais derrière, il y a les enjeux sociaux et humains dont vous parliez. C'est que, bah oui, il y a des enfants dans des vieilles usines en Chine aujourd'hui qui travaillent de 7h du matin à 23h, qui ont 2 jours de congé tous les mois et demi, à qui on donne des coups de fouet ou des coups de pied au cul s'ils font tomber un écran. Et ça, c'est la réalité, en fait, de votre téléphone soi-disant intelligent. Et il y a vraiment besoin de reprendre en compte cette question de la technique, parce que parfois, elle conduit à devoir dire non. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le compte du bien et du mal qu'il y a dedans, peut-être qu'à certains moments, il faut dire non, il ne faut pas y aller. Et je crois que sur un très grand nombre de tentations transhumanistes, derrière le téléphone portable, derrière le puçage, le traçage, le QR code, en fait, il y a énormément d'impensés qui, une fois qu'on les a traités, une fois qu'on a accepté d'aller chercher la question éthique, c'est-à-dire la question du juste, de l'injuste, du bien et du mal, si on fait le compte vraiment, et on devrait le faire, puisqu'on est dans une société qui n'arrête pas de faire le compte de tout, qui vit dans une gouvernementalité numérique, où tout est le fruit d'une espèce de pesée des bénéfices et des risques, de la rentabilité et du coût. Si vous faites vraiment le bénéfice-risque aujourd'hui des systèmes numériques tels qu'ils sont conçus, je crois qu'il faudrait les brider, les calmer et dire non, à certains endroits, il ne faut pas le faire. Et ça, c'est un appel à aller vers ce qu'on appelle le low-tech pour certains, ou à renouer avec des technologies, des connaissances vernaculaires, c'est-à-dire des connaissances anciennes. Et c'est déjà en train de se faire, dans une sorte de... C'est en ça où je suis très optimiste, en fait. Mon livre, il n'est pas en permanence en train de déplorer, c'est que c'est déjà en train d'arriver. Les systèmes numériques sont utilisés aussi, de manière positive, pour aller justement médiatiser, c'est-à-dire transmettre à un très grand nombre de gens des connaissances importantes. Dit autrement, encore une fois, les gens sont en train de s'approprier un très grand nombre de connaissances sur leur santé, de connaissances techniques. Aujourd'hui, vous allez voir 7 ou 8 tutos pour faire votre mur en BA13, et vous savez le faire. Et puis vous allez faire votre sauce. Ce sera pas celle de GG de Bricolo ou de Robert de Leroy Merlin ou je sais pas quoi. Ce sera la vôtre et ce sera bien comme ça. Et c'est pareil pour la santé. Les gens sont en train de se réapproprier la santé, alors même que les systèmes numériques et industriels du médicament cherchaient à les désapproprier. Ils sont en train de se réapproprier, de faire des régimes, de manger des plantes sauvages et comestibles, de faire attention à comment ils rigolent, à comment ils sont en lien, à comment... Enfin, voilà. Donc ça fait aller un peu loin déjà sur une question. Mais, et puis vous-même, pour Réinfo Covid, vous avez aussi utilisé ces outils pour être en lien, même si l'objectif est de prolonger dans le réel. On va en parler du réel après, mais vous avez utilisé les mails, les visios, ouais. les différents outils. On a appris à les utiliser, c'est-à-dire que on est allé plus loin que d'être des super users. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une grande partie de
une grande partie de la technique aujourd'hui est à l'origine d'une prolétarisation. C'est-à-dire vous seriez juste, vous, une variable dans le système et vous feriez ce qui est attendu de vous. Le système technique serait à l'origine de ce qu'on appelle une prolétarisation. Un mot compliqué pour dire vous perdez les savoirs, c'est plus vous qui êtes le maître de l'outil. C'est plus vous qui gouvernez votre marteau. C'est quelqu'un d'autre qui vous dit comment le marteau fonctionne. C'est une perte des savoirs et une perte des savoir-faire. Et une perte des savoir-être et des savoirs théorisés aussi, si on va jusqu'au bout. Cette prolétarisation, ça va être tout le mouvement de Réinfo Covid d'en sortir. De dire on va pas subir Google, on va pas subir YouTube, on va pas subir le système médiatique tel qu'il est là, et faire comme ça et attendre qu'on nous gave d'informations idiotes. On va recréer de l'information. On va recréer des chaînes, des blogs, des podcasts, et on va être capable de recréer du lien au passage. C'est-à-dire que cette technique, elle redevienne conviviale, au sens d'Ivan Illich. Et donc, je crois que c'est vraiment la chose la plus belle qu'on a fait au travers de Réinfo Covid, c'est d'arriver à créer du lien. Alors que les médias aujourd'hui et les systèmes techniques ne font que séparer. Ça, c'est intéressant, hein, parce que séparer, c'est le rôle d'une entité très précise dans toutes les mythologies et dans c'est le rôle de quelqu'un qui est diabolique. Dia, c'est les directions opposées. Boleyn, c'est le mouvement. Diabolos, c'est le séparateur, celui qui divise. Réfléchissez à ce que fait aujourd'hui au niveau symbolique ce que font les médias quand ils vont vous mettre dans un clan, dans un autre. Vous êtes Black Lives Matter, vous êtes Je suis Charlie, vous êtes Greta Thunberg et en fait, on sépare les gens et on passe son temps à accuser l'autre d'être la cause de ces problèmes. Ça, c'est le rôle du diable, c'est le rôle du séparateur. C'est ce que font les politiques, c'est ce que font les médias, c'est ce que font les grandes structures économiques multinationales aujourd'hui pour des raisons de pouvoir. C'est à partir du moment où vous vous séparez, vous prenez le pouvoir. Et tout le monde la connaît, cette phrase de Machiavel. Diviser pour mieux régner. Exactement. C'est si vous divisez, vous êtes capable de régner et de garder le pouvoir. Donc tout l'enjeu, c'est de remettre en lien et de diminuer la quantité de pouvoir tenue par quelques-uns pour redonner la puissance à l'ensemble du groupe. Et cette puissance, à partir du moment où vous la redonnez, elle redonne une quantité de possibles absolument inimaginable. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens se retrouvent dans une position où ils sont capables d'aller mettre ensemble de l'argent pour racheter des terres arables et des terres agricoles, d'aller faire des foncières agricoles, un peu comme Terre de Liens ou d'autres. Mais c'est en train de se passer là dans les collectifs Réinfo Covid ou RSA ou autres, ou Bon Sens, c'est que les gens commencent à mettre de l'argent ensemble pour faire ça. Commencent à mettre de l'argent ensemble et à le gérer intelligemment pour aller payer des soignants suspendus pour qu'ils puissent travailler et faire du soin, et notamment du soin de prévention. Donc changer le système sanitaire en lui-même, de l'intérieur, pour aller financer, on l'a dit, des artistes et donner à voir de la beauté différente. Et puis c'est pas qu'une question d'argent. Il y a des gens qui recréent des monnaies locales, des billets de Monopoly en fait, qui n'ont aucune valeur, mais qui leur permettent effectivement de commencer à relocaliser l'économie et à faire que l'économie redevienne cohérente. Vous n'êtes pas obligé de faire venir du fin fond du bassin du Tage au fin fond de l'Espagne des légumes fluo en plein hiver. Vous êtes bourré de pesticides et d'engrais. Vous n'êtes pas obligé d'attendre des machines qui viennent du fin fond de la Chine dans des conditions, on l'a dit, sociales et environnementales qui sont absolument déplorables. Vous pouvez le relocaliser. Donc effectivement, on a utilisé la technique, pour revenir à votre question initiale, en se questionnant, en disant mais s'il n'y avait pas eu de technique, est-ce qu'il n'y aurait pas eu le Covid, quoi? Et ça, c'est tout l'enjeu du média de masse, c'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble du système numérique permet de créer une sorte de champ de conscience momentané pour que tout le monde soit d'accord, de mettre en place une doxa. Une doxa, c'est une opinion dominante, de manière extrêmement efficace. C'est-à-dire que les gens sont prisonniers et piégés dans une sorte de bulle imaginaire complètement fantasmée sur le virus, mais sur aussi la façon dont ils vivent. Ah ouais, tout va bien, je pourrais partir en vacances à Bali. Mais bien sûr que non. En fait, la réalité, c'est que vous pouvez pas partir toutes les 2 semaines en vacances à Bali. C'est juste pas tenable, quoi. Ça détruit le monde de manière ultra efficace. Et donc, on accepte cette espèce de bulle imaginaire où on penserait que ce qui est important, c'est Zemmour versus Macron. Mais ça, c'est des marionnettes, en fait. Vous êtes en plein au fond de la caverne, en train de regarder des ombres qui sont agités par des sophistes, et vous êtes dans les chaînes, et vous dites « Ah, c'est marrant, regarde, il y a un nombre de ci, de ça », et vous allez pinailler sur le moindre détail, alors que le moindre détail n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de vous retourner et de regarder que la lumière est derrière. Les réseaux, les grands acteurs du numérique, les technicistes nous séparent. Mais vous, avec toutes ces initiatives que vous voulez reconquérir le réel, c'est un peu un mantra de toute votre réflexion, de toutes vos actions.
Est-ce que vous craignez pas parfois de reconstruire des réalités parallèles et de finalement, à force de vouloir conquérir un autre réel que celui qui nous est proposé, que vous jugez vicié, déformé, vous soyez pas vous-même dans des phénomènes de bulles, de sociétés alternatives qui finalement reviennent à la même logique algorithmique du monde? Oui, vous avez raison, parce qu'en plus, c'est le risque. C'est qu'à partir du moment où... Alors déjà, il y a une première chose pour vous répondre, c'est que je pense que la proposition de réalité qui est faite par les systèmes numériques et les grandes majors des GAFAM n'est pas réelle. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est une bulle virtuelle dans le monde numérique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent à 80% dans leurs ordinateurs et à 20% dans la réelle, dure de dehors. Et qui pensent que les 80%, ce serait enfin un monde débarrassé des scories, de l'erreur humaine, du PFH, du putain de facteur humain. Mais la réalité, c'est que dans ce monde numérique fantasmé, se rejouent toutes les mêmes guerres, toutes les mêmes névroses. Aujourd'hui, vous avez des serveurs Discord qui attaquent d'autres serveurs Discord. Vous avez des guerres qui sont réelles, qui sont fomentées sur les réseaux cybernétiques et numériques. Donc finalement, c'est pas du tout un monde idéal, ce monde de la matrice. On pourrait le croire, on mettrait une lunette de réalité virtuelle et en frein, il y aurait des petits oiseaux qui chantent, la nature serait belle, les cours d'eau propres, et on pourrait rêver à loisir comme ça dans son fauteuil, tout en étant au milieu d'une poubelle de plastique, de béton et de pétrole. Bah moi, je pense qu'il faut enlever les lunettes de réalité virtuelle et s'asseoir dans le désastre. Nous sommes dans une poubelle de béton, de plastique et de pétrole où règne la guerre, la violence, la domination à tous les étages. Bon, il y a ça, et ça c'est le constat de déploration, mais il y a aussi à l'intérieur de ça des îlots de beauté, de verdure, de nature, des foisonnements de possibles, et ils sont à des endroits très inattendus. C'est-à-dire que vous avez des foisonnements de vie et de biodiversité au cœur même du monstre. Si vous prenez les camps de Rome aujourd'hui, des endroits extrêmement résilients, où on est capable de survivre dans des environnements à un niveau de contrainte qui est jamais vu. Je dis pas que c'est souhaitable, je dis pas que c'est ça qu'il faudrait comme modèle, qu'il faudrait tous être dans un camp, ni rien, mais c'est pour vous dire que la biodiversité, elle émerge partout. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rejouer les mêmes névroses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des collectifs, entre guillemets, de résistants à la narration dominante, qui rejouent la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir un pervers narcissique qui va essayer de prendre toute la place, qui va drainer tout le pognon de tout le monde, et qui va dire moi je suis le messie, ok, c'est vrai, ça arrive. Vous avez des structures qui vont se mettre en place, qui vont chercher à un bout du chemin horizontal strict, en disant non, il faut que personne dépasse, et donc qui vont rejouer en gros l'ONG environnementale crypto-marxiste, et où rien ne va se faire, rien ne va dépasser. Au bout de 4 heures, on n'aura pas posé l'ordre du jour, et où il y aura un manque d'efficacité totale. Ça, vous en parlez dans le livre, pardon, mais de l'articulation équilibrée entre un jeu et un nous, un collectif qui ne doit pas abolir les individualités, mais des individualités qui doivent pouvoir émerger si elles se mettent au service du nous. Exactement, oui, je peux essayer de leur dire ça avec des mots plus simples, mais c'est toute la tension pour moi. Est-ce qu'on est dans un rêve strictement capitalistique, propriétaire du monde, ou on est dans le start-up soi-même, dans la start-up nation, dans le start-up world, et où en fait la plus grosse structure pourrait prendre toute la place, et puis il y a ce rêve du self-made man qui pourrait enfin émerger, réaliser ses rêves, mais qui au fond se contrefout du nous, et au contraire va l'utiliser à son profit. La multinationale aujourd'hui ne cherche pas à être au service de l'État dans lequel elle est. Elle va dépasser les frontières, elle va manger l'énergie des États, elle va ne pas accepter les règles et ne pas payer d'impôts et être une structure complètement perverse et paranoïaque et narcissique. Donc on est vraiment dans une folie. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir un conformisme strict de certains, et vous allez avoir des structures quasiment totalitaires dans des États qui normalement étaient démocratiques comme le nôtre ou comme l'Autriche aujourd'hui, enfin qui arrivent à des décisions complètement aberrantes, et où il faudrait que rien ne dépasse. Et tout ce qui serait pas dans la doxa dominante serait dangereux et donc devrait être éliminé par nature ou rééduqué. Mais ça, il suffit de lire Solzhenitsyn et l'archipel du Goulag pour savoir que ça a déjà existé. Si on avait un tant soit peu de mémoire, on se souviendrait que ce double mouvement-là, il existe à chaque fois. D'une volonté de tenir absolument le nous de manière complètement figée et l'empêcher d'évoluer de quelconque manière et d'avoir une contestation qui émerge ou un dissensus qui émerge. Et ce sont les structures totalitaires. Et on est en train de rentrer dedans, en fait, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, les instruments médiatiques sont les instruments de la doxa dominante et cherchent à ce que surtout il n'y ait pas de voix dissidente.
parce que ce serait dangereux. Et effectivement, c'est dangereux. Parce que cette structure-là, elle doit évoluer, elle peut pas rester atone, sinon elle est morte en fait. Alors les gens essayent de défendre des morts, et on est en plein dans une logique de zombie, essayer de manger ce qui est vivant. Et puis de l'autre côté, on laisse émerger des structures complètement folles qui prennent toute la place et qui sont comme les monstres de Miyazaki. Vous avez peut-être vu Mononoke ou le voyage de Chihiro, où il y a ces énormes monstres qui mangent comme ça la réalité, qui passent leur temps à manger tout, et qui deviennent de plus en plus gros, de plus en plus noirs, de plus en plus sombres, et qui n'ont pas de tête, qui l'ont perdu à la fin, et qui explosent dans un déferlement de violence. Ben, on est en plein là-dedans, à mon sens. Donc tout le travail de Réinfo Covid et de plein d'autres collectifs, hein, on revendique pas ça à notre charge seule, c'est d'essayer de trouver la juste articulation entre laisser émerger quelque chose, le jeu, mais que ce jeu il se mette au service du nous. C'est-à-dire qu'il soit pas là en train d'essayer d'aspirer l'énergie. Je donnerai pas de nom, mais vous avez des collectifs de résistants aujourd'hui qui aspirent toute l'énergie de leurs adhérents, tout leur argent. Nous, il n'y a pas d'argent au départ. C'est volontaire, c'est un choix volontaire, c'est de dire non, le nous il va être un giron protecteur, il va être une matrice protectrice dans laquelle je peux s'exprimer. Et la question que vous posez au tout début, avant qu'on arrive à la question du jeu et du nous, c'est mais est-ce que ça pourrait pas devenir une sorte de folie en soi, comme une bulle virtuelle qui est à côté du monde, mais qui n'est pas dedans et qui n'arrive plus à mettre un pied dedans. Et c'est toute la question du lien au monde tel qu'il est. Sinon vous devenez une secte. Et donc c'est une vraie question. Et vous voyez aujourd'hui certains collectifs qui arrivent eux aussi à une sorte de folie propre dans leur espèce de bulle expérimentale d'un autre possible. Donc dans Réinfo Covid, il y a cette idée de la diplomatie. C'est dire non, il faut être ouvert en fait, il faut être en lien et vous avez conçu d'emblée comment vous êtes ouvert sur le monde. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans tout le discours des gens de Réinfo Covid, il y a très rarement une invective en disant vous êtes un salaud parce que vous faites ci ou ça. Il y a au contraire des égards en disant ah, vous mettez le masque et peut-être c'est important, je vais réfléchir moi aussi à quels endroits ça pourrait être important. Puis peut-être que vous avez peur. Et si on réfléchissait ensemble comment cette peur, avec votre stratégie, notre stratégie, on arriverait à en trouver une troisième qui serait une sorte de voie où on se réconcilie. Et vous l'avez peut-être entendu dans mon discours, pour moi la fin d'une crise, c'est pas le pogrom d'une victime émissaire, quoi. C'est pas c'est pas d'aller taper sur celui qui est responsable et de le mettre en tôle. En fait, je me contrefous à la fin que les gens du gouvernement qui ont menti, triché, volé, se retrouvent en tôle. C'est pas la question pour moi. La question pour moi, c'est la réconciliation. Et c'est le bout de la crise. C'est pas le lien seulement entre les gens de Réinfo Covid, c'est le lien non, au contraire. Tendre la main aussi à exactement, ceux qui n'en sont pas. Pour moi, c'est plus important aujourd'hui que les gens arrivent à se parler en famille. Il y a plein de familles où il y a des gens à se battre les uns contre les autres, des couples qui sont disloqués même, où leur femme ou leur mari s'en vont, ou leur conjoint ou leur partenaire s'en va parce que ça tire trop fort. À mon avis, ça n'a pas de sens, quoi. Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. C'était la chanson de Brassens. C'est une autre phrase que je pourrais dire, qui est quelqu'un qui fait de la communication non violente, qui s'appelle Thomas Dansbourg, qui vient du Luxembourg, qui a fait des conférences très intéressantes. Il dit, on a le choix dans la vie, avoir raison ou être heureux. Moi, je pense qu'il vaut mieux être heureux, ensemble. Mais par contre, ne pas oublier ce qui est important et ses propres valeurs. Sinon, vous allez dire, ok, fais-toi vacciner, reste dans le système tel qu'il est. Mais le système tel qu'il est ne peut pas continuer comme ça. Il est en train de mourir. Donc il faut doucement, doucement en partir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on crée une arche de Noé, et pour le moment, elle est toujours en lien. Les amarres sont toujours là avec le monde tel qu'il est. Et puis il y a un moment, effectivement, on va couper les amarres. On va dire, ça y est, économiquement, on ne veut pas vous suivre. À un moment où il faut structurer un non. C'est le bout des stages de communication non violente. C'est le dernier jour, c'est est-ce que vous êtes capable de dire non en conscience, mais de manière non violente? Vous en voulez pas à la personne en face. Vous dites juste, moi, je m'arrête là. Et là, je vous donne un exemple sur la vaccination pour certains. Il y a une question sanitaire, il y a une question de relation médecin-malade, puis il y a une question de contrat social. Sur la question sanitaire, ok, il faut réfléchir scientifiquement où est-ce que c'est utile, où est-ce que c'est pas utile. Mais sur la question du contrat social, pour moi, c'est non. Il n'y a pas de raison qu'une injection promue par un laboratoire véreux de notoriété publique, dont l'ensemble de ce qu'on voit au bout d'un an et demi, c'est que la balance bénéfice-risque est quand même pas si claire que ça, qui en plus ne définit même pas une capacité à juguler l'épidémie et à structurer la contagion. Donc ça veut dire si on faisait un pass sanitaire ou une injection vaccinale pour limiter la contagion, c'est même pas le cas. On sait tout le monde le sait aujourd'hui, et y compris les gens qui croient à ce qui est raconté par le gouvernement ou par Pfizer, tout le monde sait qu'on peut être contagieux tout en ayant reçu l'injection immunogène. Donc ça veut dire que ça n'est pas de nature à définir est-ce que vous allez transmettre ou pas. Donc ça ne peut pas
définir le contrat social. Est-ce que vous avez le droit ou non de rentrer dans une bibliothèque? Je vais le dire encore autrement. Aujourd'hui, un soignant, probablement, il est moins à risque de transmettre la maladie s'il fait un test tous les 3 jours que s'il est vacciné. Et pourtant, celui qui fait un test tous les 3 jours, il n'a pas le droit de travailler. J'ai 12 ans d'études. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans. Je suis probablement à un moment où je suis très bon dans ce que je fais. Parce que quand vous atteignez la quarantaine, la cinquantaine, vous vous souvenez de ce que vous avez appris, mais vous avez été confronté au réel et vous êtes critique. Et puis vous avez vu plein de patients, et donc vous êtes capable de dire « Ok, là je pense que c'est comme ça qu'il faudrait faire ». C'est là que vous êtes le meilleur. Après, vous commencez à décliner, et vous avez complètement oublié ce que vous avez appris, et vous êtes un peu dans votre bulle à vous, effectivement, de votre expérience propre. Puis avant, vous êtes juste un jeune étudiant blanc-bec qui pense qu'il faut appliquer les protocoles strictement pour être dans le juste du soin. C'est vrai dans tous les métiers, ce que je suis en train de vous dire là. Hein. C'est le fruit de l'expérience par rapport à l'apprentissage. Et c'est aussi la question de est-ce que je suis dans une bulle d'imaginaire qui est l'apprentissage que j'ai eu, et je suis pas au contact du réel, ou est-ce que je me mets au contact du réel, je vois des patients, et à leur contact, ma pratique évolue. Ça rejoint votre question de est-ce que je pourrais être dans une bulle qui n'a plus à voir avec le réel? Non, je pense que Raymond Covid, au contraire, est en plein dans le réel. Et essaye d'être le plus possible en lien avec les gens autour de nous, tout en réussissant à dire non, il y a certaines choses, ça s'arrête là. C'est non. Voilà. C'est toute la question de la tension entre je et nous, encore une fois, de je suis moi, mais je suis en lien. Je suis pas séparé. Si je suis séparé, je suis un pervers narcissique. Si je suis que en lien et que je suis pas moi, bah, je suis conformiste, je vais faire exactement comme tout le monde et je suis un gros mouton et je suis du bétail. Mais on n'est pas du bétail. Donc on a à la fois, et c'est compliqué à comprendre qu'il y a que c'est possible de faire les deux et que c'est une négociation permanente en fait, diplomatique. Alors sur la pratique médicale, ça me permet de rebondir sur un exemple de votre livre, parce que vous citez beaucoup de vos lectures, expériences, apprentissages divers. Et il y en a un quand vous disiez qu'il y a une évolution dans une carrière du jeune conformiste au médecin peut-être plus ancien, mais qui est moins agile avec une courbe. Vous parlez d'une conférence qui vous avait beaucoup marqué sur la sociologie du travail au Collège de France, qui fait écho à ce que vous dites maintenant sur les économistes de la santé et la haute autorité de santé, qui veut, je cite, liquider le modèle artisanal de la médecine. Et vous précisez, vous soulignez, liquider comme un tueur à gages. Alors, la médecine, c'est à la fois un art et une science qui s'articulent, se nourrissent l'un l'autre. Vous avez vraiment eu l'impression que dans cette crise, c'est dévoilé, là aussi encore, cette logique industrielle, techniciste de la médecine qui abolit le lien patient-médecin, par exemple, et qui avance vers une déshumanisation. Votre question, elle a trait finalement à l'évolution du système de santé dans son ensemble et aussi au système de création du savoir. C'est-à-dire comment on crée les référentiels en santé, en médecine, pour soigner les gens. Et vous avez parlé de cette conférence au Collège de France, qui était dans la chaire vous pouvez la retrouver pour nos auditeurs. C'est assez intéressant d'aller écouter des gens qui sont dans le sérail. Elle date je mets la date, je crois 2012 ou quelque chose comme ça. Et 24 janvier 2014. 2014, pardon. Et c'est dans la chaire de quelqu'un qui s'appelle Pierre-Michel Manger, c'est comme ça qu'on retrouve les conférences dans le Collège de France, qui est de la sociologie du travail. Alors, ça va vous paraître un truc très fou. Pourquoi j'irais écouter ça? Mais allez-y, parce que c'est sur l'évaluation en santé. C'est la notion de comment on compte qu'on fait bien et comment on arrive à standardiser les procédures. Et en fait, c'est toute l'ambition actuellement du système de santé, de tout standardiser, de tout normaliser, d'être dans un système normatif où il y aurait des référentiels et finalement, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les gens qui font le ménage, seraient juste appliqueraient le protocole. Ils seraient pas là pour réfléchir en fait. Ils seraient encore une fois des super users d'un système pré-pensé pour eux, par ceux qui savent penser, pas par ceux qui font. Et donc une dissociation entre ceux qui pensent et ceux qui font. Et ça, c'est la logique industrielle. C'est-à-dire que vous allez faire une chaîne de montage, toujours la même, qui va faire un produit fini qui est soigner quelqu'un. Et cette chaîne de montage, elle est faite pour être optimisée, pour que de tous les côtés, la rentabilité soit maximale. Et c'est ça la seule question des systèmes industriels, c'est celui de la rentabilité. Rentabilité financière, rentabilité en temps. Et évidemment, tous les systèmes industriels, que ce soit pour fabriquer une bagnole ou fabriquer du soin, aboutissent toujours à la même chose, à ce même constat final, c'est le problème c'est l'humain. À la fin, c'est lui qui met le bazar. Putain de facteur humain. Voilà, c'est lui qui met la paille dans l'engrenage. C'est lui qui va réussir toujours à faire foirer le protocole.
parce qu'il a décidé de faire autrement alors qu'on avait tous dit qu'on faisait comme ça. Et donc le bout évolutif de cette pensée, c'est il faut se séparer de l'humain, il faut l'enlever. Et ça, c'est une méprise complète. Pourquoi ? Parce que et comment vous allez enlever l'humain ? Je vais jusqu'au bout. Comment vous allez enlever l'humain ? En fait, chaque année, vous avez une petite réunion qui se passe à Chamonix, s'appelle le CHAM, et elle est sous-titrée Inventing the Future of the Healthcare System. On dit en français, traduit, ça veut dire inventer le futur du système de santé. C'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas les soignants, c'est pas les patients qui inventent le futur du système de santé. Les gens qui sont invités à cette réunion, c'est le ministre des Finances, de l'économie, le ministre de la Santé, le président de la République, le patron de BlackRock, le patron de Vanguard, le patron de Microsoft, le patron d'Amazon, le patron de Facebook, et quelques chefs de service ronflants de la Pitié-Salpêtrière, de Saint-Antoine et de quelques services parisiens. Et de quoi discutent-ils tous ensemble, ces gens qui vivent dans une bulle d'imaginaire, hein ? Vous savez bien que les politiques là dont j'ai parlé, vous leur demandez le prix d'une chocolatine et vous disent que ça vaut 15 €, quoi. Ou un ticket de métro, quoi. Ça vaut 5 centimes. Quoi ? C'est quoi ils parlent ? Ils sont complètement à l'ouest. Et c'est la même chose pour les gens qui gèrent des fonds de pension comme Vanguard, BlackRock ou des grandes multinationales de la data ou du médicament. Vous avez aussi des gens du médicament, j'ai oublié. Donc ces gens qui planent à 300 000 km de haut discutent pour nous du réel qu'on devrait avoir. Et leur réel, c'est une santé numérique. C'est-à-dire que vous avez une cabine à la fin, dans laquelle vous serez l'idéal pour eux, où il n'y a pas d'humain, vous allez rentrer dans le médicomaton, vous allez rentrer vos paramètres de santé, une webcam va regarder d'emblée quelle gueule vous avez, elle va vous faire tirer la langue, et va définir dans certains magasins, exactement votre prescription. Et là, vous allez vers une santé et un monde automatique, où la santé ne serait que le fruit d'algorithmes. Et c'est déjà ce qu'on a cherché à faire en mettant dans la poche des jeunes médecins et dans leurs études, dans la création du savoir, on a cherché à leur faire croire que soigner quelqu'un, ça pouvait être un algorithme. Il est blond, il est brun. Il a de la fièvre, il n'a pas de la fièvre. Il a tant de globules blancs, etc. Et à la fin, vous aboutissez à « Ok, il a telle maladie. » Et le traitement, c'est ça. Et c'est un algorithme. Or, c'est un leurre complet. Pourquoi ? Parce que ce qui soigne, au fond, c'est l'humain et c'est la relation. C'est ça qui est thérapeutique. Et c'est l'impensé de notre société, c'est de croire que ce sont les systèmes techniques qui soignent. Mais je peux vous assurer que si vous demandez à quelqu'un qui sort de l'hôpital qu'est-ce qu'il a soigné, il va pas vous dire en premier que c'est l'augmentin, hein. Même si l'augmentin sauve des vies, hein, je mets pas ça en cause. Il va vous dire mais c'est l'infirmière, elle est venue me voir, elle était vraiment sympa, elle a pris de temps pour moi. C'est l'aide-soignante qui est venue, j'avais froid, elle m'a mis une couverture au moment où j'avais froid. C'est le médecin qui est venu et qui m'a écouté. C'est ça qui soigne. Les gens remercient rarement les machines, effectivement, Exactement. après leurs hospitalisations. C'est pas l'ordinateur dans lequel on a colligé le truc. Par contre, les patients se rendent compte que de plus en plus, il y a de moins en moins d'humains. Et que de plus en plus, il y a de moins en moins de temps. Pour eux. Parce que cette déshumanisation progressive. Cher. Comment ? L'humain et le temps coûtent cher. Exactement. Et si on n'est que dans une logique de rentabilité, ce que sont les hauts fonctionnaires de l'administration hospitalière, vous allez chercher à diminuer le nombre d'humains. Mais je crois que c'est l'inverse qu'il faut faire. Parce que si vous cherchez à diminuer le nombre d'humains, le bout évolutif, c'est la logique de Jacques Attali et de Laurent Alexandre. On est trop nombreux sur Terre. Et donc là, vous arrivez à des Malthusiens, et au fond, leur but, ce sera de diminuer la population mondiale. Parce que pour eux, le problème, c'est qu'on est trop nombreux. Et il y a beaucoup de gens qui ont institutionnalisé ça en eux aujourd'hui. Ils disent, mais ah ouais, le problème, c'est qu'on est trop nombreux. Mais attendez, cette question, elle est traitée de manière simpliste. On est trop nombreux à vouloir vivre comme des Américains. Mais on n'est pas trop nombreux d'Africains, hein. Il y avait une exposition qui était très frappante, que les gens peuvent regarder, qui s'appelait Hungry Planet. Je crois que c'est ça le titre. Qui montrait en gros des familles et tous les gens qui vivaient autour d'un territoire et qu'est-ce qu'ils mangeaient pendant un mois. Et vous aviez 3 gros Américains obèses avec des pizzas et du coca, puis vous aviez une famille de 15 personnes en Afrique avec des sacs de légumineuses. Et donc le problème, c'est pas qu'on est trop nombreux, le problème c'est comment on vit. Et ça, c'est un des éléments de la crise qui est venu nous le révéler. Qui est-ce qui est malade aujourd'hui ? C'est les gens qui sont diabétiques, c'est les gens qui sont obèses, c'est les gens qui sont hypertendus, c'est les gens qui sont en surpoids, c'est les gens qui sont trop stressés, c'est les gens qui veulent pas arrêter de travailler parce que ah mince, j'ai ma boîte, ou non, faut que je continue à bosser parce qu'on m'attend. Le facteur de risque prédominant que j'ai vu, je peux pas le mettre dans les livres, hein, parce que c'est de l'expérience individuelle, je peux pas faire une loi générale d'une expérience individuelle. Mais c'était les gens qui voulaient pas s'arrêter, et c'était le stress. Mais ça, c'est la pathologie de notre société en fait.
Donc voilà, est-ce qu'on peut aller vers une slow médecine? Est-ce qu'on peut aller vers un slow food? Ça, vous sentez que je suis toujours dans une logique de résolution, hein, vous me parlez du problème, mais donc effectivement, on a ce problème d'industrialisation de la santé, et il n'est pas que dans la santé, il est aussi dans l'école. L'école numérique, c'est ça, hein, la standardisation des process et des procédures, avec un data hub qui est possédé par Microsoft. C'est pareil pour le data hub, c'est-à-dire l'ensemble des données de santé, elles sont possédées par Microsoft aujourd'hui. Le Health Data Hub est possédé par Microsoft, ce qui est un problème de souveraineté, de partage du pouvoir, qui est vraiment très important, parce que derrière cette question de la déshumanisation, de la médecine, de la santé, de l'école, de toute notre vie finalement, hein, vous n'allez plus aller voir un restaurateur, vous n'allez plus discuter avec quelqu'un, vous allez commander sur Uber, puis vous avez un anonyme qui va venir, que vous reverrez jamais, qui va vous balourder un truc, vous savez pas d'où ça vient, vous savez pas qui l'a fait, vous savez pas comment les produits qui ont été mis dedans sont corrects ou non pour votre santé ou ou le goût. Donc on accepte cette déshumanisation progressive parce qu'on croit que l'important c'est de vivre avec des friends dans un réseau social, non mais numérique. Mais en fait la réalité c'est pas les fils Telegram, c'est pas le réseau Facebook. La réalité c'est votre voisin, c'est votre famille, c'est les gens que vous aimez. Donc voilà, c'est un appel au retour au réel, et c'est pareil pour le soin. L'important c'est votre médecin en qui vous avez confiance. C'est pas la direction générale de la santé et des ministres véreux qui vont vous dire c'est ça qu'il faut faire parce que les multinationales nous ont dit c'est ça qu'il faut faire. Alors c'est ça qui s'est passé dans cette crise. Vous avez des mots très durs sur le néolibéralisme. Vous expliquez, vous en donnez une définition assez radicale, qui est, donc je vous cite, une idéologie qui promeut un système culturel d'asservissement intégral du vivant pour du profit. Son moteur principal est la peur. Il met en scène une promesse illusoire d'éternité inamovible de confort et de toute puissance pour les plus riches, et l'externalisation de la souffrance chez les plus pauvres. Vous êtes fabriqué un grand méchant loup, là, ou c'est vraiment le fruit de vos lectures, analyses? Le grand méchant loup, ouais. On a souvent besoin d'un grand méchant loup, en fait, d'un ennemi, parce que ça permet de structurer un nous. Regardez, aujourd'hui, l'ennemi, c'est tous les gens qui pensent pas directement dans le néolibéralisme et dans le transhumanisme. C'est-à-dire tous ceux qui veulent ralentir, revenir à la nature, revenir à un monde réel et pas fantasmé numérique, en fait, sont dangereux. Qu'ils soient marxistes, communistes, crypto-marxistes, alternatifs, qu'ils soient dans des ZAD, qu'ils soient anarchistes, qu'ils soient conspirationnistes, rassuristes, complotistes, qu'ils aient discuté avec Dieudonné ou Soral et qu'ils soient étiquetés, tout le monde à la fin est étiqueté d'extrême droite. Et c'est juste la fabrique de l'ennemi. Parce que quand tu fabriques l'ennemi, quand on veut fabriquer l'ennemi, ça permet de se sentir bien entre soi. Donc est-ce que le néolibéralisme, et la façon dont je le définis, ce serait ça? Peut-être en partie. J'échappe pas à cette idée qu'on a besoin de définir ce qu'on ne veut pas. Ce qui est à la frontière, à la marge, et qu'on doit garder à l'extérieur. Et que c'est important de lui donner un nom. Parce que sinon on peut se tromper d'ennemi. Et pour moi, l'ennemi, c'est toujours, à rebours par contre de ceux qui sont dans le pouvoir et dans la doxa dominante et dans les médias, c'est pas des gens. L'ennemi, c'est une idée. Et donc effectivement, je pense que le néolibéralisme est un ennemi. Et que personne n'est vraiment strictement néolibéral. Je connais personne qui ait strictement une idée. Et en plus, les idées des gens évoluent en permanence en fonction de avec qui ils sont. Si je vais déjeuner avec quelqu'un qui est un peu plus à gauche, je vais être un peu plus à gauche. Si je vais dîner avec des copains qui sont un peu plus écolos, je vais être un peu plus écolo ce soir-là. Ou je vais consentir certains compromis, etc. Donc nos idées, elles sont pas fixées une fois pour toutes. Elles passent leur temps à évoluer. Par contre, structurer à un moment et poser dans le marbre que ça, c'est la limite idéologique à ne pas franchir, et qu'elle constitue un horizon qui n'est pas souhaitable, c'est ce que j'essaye de faire là. Donc oui, c'est un grand méchant loup, mais une idée du grand méchant loup pour justement apprendre à structurer le rapport éthique à ce grand méchant loup. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le rapport éthique, c'est est-ce qu'on est capable de structurer un référentiel du juste et de l'injuste, et on pourrait même aller plus loin du bien et du mal. Ça, c'est compliqué d'aborder cette question-là, parce qu'on n'admet plus que peut-être il y a du bien et du mal. Mais aujourd'hui, quand Disney met en scène les personnages négatifs pour les montrer aux enfants en termes d'exemplarité, et fait un truc qui s'appelle Maléfique, je sais pas, j'ai pas suivi les derniers, mais je vois juste les affiches passer dans la rue, je dis mais
il y a une inversion complète des valeurs en fait. Le héros, normalement, c'est le héros. Il porte la joie, il porte la beauté, il porte le partage, il porte l'envie d'être ensemble, il porte le courage, il porte la bienveillance, l'intelligence. Et aujourd'hui, on remplace les héros par celui qui va écraser les autres, celui qui va être le plus fort, celui qui aura raison contre le système. Et c'est très emblématique dans ce qui parcourt nos bus, où aujourd'hui, la façon dont se déguisent les enfants pendant un carnaval, ils sont pas Robin des Bois, hein. J'en vois pas beaucoup des Robin des Bois. Pourtant, Robin des Bois, c'est vraiment un chouette héros. Hein. Vous vous souvenez, il prend aux riches pour donner aux pauvres. Et non, vous avez Iron Man, vous avez Spider-Man, vous avez des héros qui finalement ont eu leur pouvoir de manière complètement transcendante, sans l'avoir cherché, parce qu'ils ont été irradiés avec une araignée, parce qu'ils ont hérité de leur papa qui était très riche, et donc ils sont Bruce Wayne, et ils peuvent être Batman la nuit, parce qu'ils sont multimilliardaires, mais ils n'ont rien fait eux-mêmes. Ils n'ont jamais affûté leurs armes et leurs compétences au feu du réel. Non, ils ont eu, comme tombé du ciel, comme ça, leur super pouvoir. Et en fait, c'est exactement ce que vivent les gens aujourd'hui. Ils achètent l'iPhone, ils ont leur super pouvoir. Jamais ils ont travaillé à essayer d'en construire un, ou le moindre équivalent. Ou jamais ils ont travaillé à essayer de travailler les contenus. Ils vont gober McFly et Carlito, comme ça, et penser que c'est ça le réel. Donc, je crois que c'est important, cette idée du monstre et du héros, et qu'il y a besoin de sortir de la perversion du langage, et de proposer des héros qui soient vraiment exemplaires. Et en fait, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est une certaine exemplarité désirable. Parce que d'être celui qui va lutter contre, qui va dénoncer, personne n'a envie d'y aller. Vous n'avez pas envie d'être le gars en colère, en face de chez Hanouna, dehors, dans la rue, dans le froid, et qui va dire « Ouais, mais vous êtes des enfoirés, etc. » Vous n'avez pas envie d'être ça. Cette inversion systématique du héros et du monstre, en fait, elle est... Vraiment, là, on a un exemple typique, qui est celui d'Halloween, qui a remplacé la Toussaint. La Toussaint, normalement, c'est le retour à la terre de l'automne, c'est le ralentissement, la patience, le retour aux ancêtres, souvenir de la généalogie, et puis de tous ceux qui nous ont précédés, la longue chaîne d'amants et d'amantes dont on procède, et qui sera aussi derrière nous. Et en fait, c'est vraiment un moment de mémoire et de patience, alors qu'Halloween, c'est quoi? C'est l'enfant qui vient déguisé en monstre, faire un chantage pour avoir du sucre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le tout dans le Black Week et le Black Friday, où il faudrait consommer le plus possible, comme jamais avant, pour se gaver en fait de toute la matérialité qu'on n'aurait pas pu avoir, parce qu'elle est bradée à vil prix. Mais on est vraiment dans une inversion complète en fait. Les gens devraient le réaliser et dire mais Halloween dehors quoi en fait. Non, on va aller sur la tombe de notre famille, mettre des fleurs, et puis ça c'est important. Donc on est vraiment à un moment de notre société où tous les héros sont en fait des monstres, et je crois que c'est très important d'aller renouveler avec ce que j'appelle une protension collective positive, c'est-à-dire un idéal commun désirable, et qui cherche à être commun, collectif, et qui soit donc pas clivant. Donc vraiment l'idée c'est d'essayer de trouver quel est le point de recoupement de nos possibles, pas d'essayer de trouver le grand cadre dans lequel on serait tous d'accord. Et je crois qu'un des éléments dans ce point de recoupement, c'est un rapport au vivant qui se transforme et qui est plus respectueux. Du vivant à l'intérieur de nous et autour de nous, dans la nature, et puis avec les autres. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, même s'ils ont écouté la doxa dominante, ils ont envie que ça s'arrête. Parce qu'ils n'ont juste plus envie de se battre. Ils n'ont plus envie d'être en conflit les uns avec les autres. Et parfois, certains se soumettent, en fait, à l'injection immunogène, par exemple, en disant ah, comme ça va s'arrêter. En oubliant que c'est qu'ils obéissent pour que ça s'arrête, mais c'est parce qu'ils obéissent que ça continue. Donc les héros de la résistance d'aujourd'hui sont pas reconnus, mais ils le seront. Et on est au moment de poser la mémoire. Comme il y a eu une mémoire dans plein de moments de déferlement totalitaire et d'inversion des valeurs, on commence à poser les briques de qui sont les héros de demain. Et les héros de demain, c'est tous ces gens qui se sont levés pour dire il y a un problème. Voilà. Alors justement, concernant les héros, il y a quelques mois, vous aviez annoncé vouloir prendre du recul pour laisser des initiatives des autres collectifs divers autour de l'info Covid, des autres diplomates prendre de l'ampleur et ne pas jouer la carte de la personnalisation.
Vous voulez pas être un héros, vous voulez pas être le Noé de l'arche qu'on a mentionné là-bas. Et en même temps, vous avez déçu des gens qui ont cru à ce moment-là que vous défiliez, on peut dire. Ouais. Comment articuler justement ça, parce que que vous vouliez chercher ou non une figure qui parle aux gens, et puis en même temps, vous voulez parler, mais vous voulez ne pas l'être, si j'ai bien compris, ou ne pas personnaliser la question à outrance. Oui, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Effectivement, dans Réinfo Covid, il y a tout un groupe de diplomates, et vous les voyez pas forcément dans les médias, mais en fait, ils agissent localement, ils parlent dans les manifestations, ils parlent à leur groupe, ils se retournent déjà sur eux-mêmes et sur leur propre collectif, avant même de vouloir aller à l'extérieur. Ça, je pense que c'est très sain, c'est avant même de vouloir aller transmettre une idée, c'est est-ce qu'on est bien au clair sur ce qu'on cherche à faire, est-ce qu'on veut, et est-ce qu'on a réussi à créer un nous et à se mettre en lien. Et donc les diplomates, ils ont cette vocation-là. Et ils ont une autre vocation, et extrêmement importante dans Réinfo Covid et qu'on est en train de développer, c'est l'idée d'archipélisation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Aujourd'hui, si la France veut discuter avec la Russie, elle a un ambassadeur. Et cet ambassadeur, il a un pied en France, et il défend la France, il sait ce qu'il défend, mais il a un pied en Russie, et il comprend la culture de la Russie, et il l'écoute, et il a des égards pour ce qui est beau en Russie. Aujourd'hui, nos diplomates, c'est pareil, on essaye qu'ils soient à l'écoute de ce qui se passe dans le bon sens, à d'autres endroits, et que ça se passe pas par la tête. Il n'y a pas besoin que ce soit Louis Fouché, parce qu'en plus, nous, il n'y a pas de tête réellement, ou que ce soit telle ou telle figure tutélaire. Il y a besoin de quelqu'un qui juste entretient le lien et la relation, et qui ensuite va déterminer est-ce qu'il y a des possibles coopérations. On n'a pas besoin d'être tous en tête de cortège à se tenir par les épaules et dire « ouais, on est tous d'accord », parce qu'on n'est pas tous d'accord. En fait, c'est la réalité. Il y a plein de désaccords et de dissensus au sein même des gens de la résistance. Donc on n'a pas besoin de se mettre sous un drapeau commun, qui est souvent le rêve, voilà, enfin on aurait quelqu'un avec sa bannière, son oriflamme qui va sur son cheval blanc aller nous sauver. Je crois que c'est pas vrai, en fait c'est une illusion ça, il y aura pas de Gaulle dans cette histoire. Il y aura par contre plein de gens qui font plein de choses et qui peuvent se mettre en lien et coopérer à plein d'endroits. C'est compréhensible ce que je dis ? Ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'une figure tutélaire qui prend toute la place. Réinfo Covid n'a pas de vocation à absorber tous les collectifs, chacun sa spécificité. Par contre, a vocation à coopérer à plein d'endroits avec plein d'autres collectifs et à faire plein d'autres choses. Donc si j'en reviens sur la question personnelle un petit peu, ma position était que la manifestation n'est pas un espace de sécurité dynamique et n'est pas une faille du pouvoir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? En judo, il y a deux concepts qu'on essaie de mettre en place dans le travail au sol. C'est d'essayer de ne pas se faire retourner par l'adversaire, donc d'être en sécurité. C'est ce qu'on appelle HEN, l'espace de sécurité dynamique. Et on cherche ça, à tout le temps bouger, pour ne pas se faire attraper. Vous n'avez pas envie de vous faire attraper, de finir dans un goulag, en tôle, ou dans un camp de redressement, ou dans un camp de confinement X ou Y créé par le pouvoir pour mettre ses opposants. Vous n'avez pas envie de vous faire attraper par les médias qui vont vous mettre dans une case et ensuite vous interdire d'en sortir. Donc il faut chercher l'espace de sécurité dynamique et bouger en permanence. Et de l'autre côté, vous avez Who. Who, c'est quoi ? C'est la faille de l'adversaire. Et en fait, N et Who, c'est la même chose. Votre espace de sécurité dynamique, c'est la faille de l'adversaire. La faille de l'adversaire, c'est sûrement pas la rue. Aujourd'hui, la rue est un espace d'hyper-contrôle par le pouvoir. Quand ils veulent, ils peuvent envoyer des black blocs pour aller vous faire passer pour violent. Quand ils veulent, ils peuvent mettre les médias à l'endroit où ça va déraper et faire quelques échauffourées. Quand ils veulent, ils peuvent faire dire à la préfecture que vous étiez 300 alors que vous étiez 15 000 et vous forcer à vous refaire le match entre vous toute la semaine, ce qui fait que vous mettez aucune énergie à construire quoi que ce soit d'autre. Le tout dans une logique qui reste dans ce qu'on appelle en psychologie le triangle de Karpman, c'est-à-dire la victime, le bourreau et le sauveur. C'est-à-dire que vous vous mettez dans la position de la victime et vous demandez à votre sauveur de vous épargner. Tout en disant « le bourreau nous a maltraités et il maltraite nos enfants, s'il vous plaît, changez vos lois ». Mais en fait, ça ne marchera pas. Ces gens-là ont mis ces lois-là pour une raison qui est bien précise et qui n'est pas l'émanation de la volonté populaire. L'ensemble des gens ne souhaitent pas que leurs enfants soient masqués, qu'on vive confinés, etc. C'est pas vrai. Donc ils ne sont pas l'émanation de la volonté publique. Et ça veut dire nous avons un problème avec notre système démocratique représentatif. Nous avons un problème avec nos élites, entre guillemets, qui sont en fait corrompues, c'est tout, c'est le mot, voilà, faut appeler un chat, et ne servent pas le bien commun. Et la question, c'est comment on résout ça ? Si je croyais que la manifestation était quelque chose qui était utile, j'y serais allé, quoi.
Mais j'aurais été parler en tête de cortège s'il fallait, je me serais mis à disposition de ça. La réalité, c'est que je pense que Vous ça l'avez n'est pas fait une ou utile. deux fois, Ouais, j'ai fait une ou deux fois. Et je pense que la manifestation, depuis, ma pensée a un peu évolué. Et je pense que la manifestation est utile à d'autres égards. Elle permet aux gens de se rencontrer. Elle permet aux gens presque de faire la fête pour certains. Il y a des batucatas, on chante, etc. C'est important d'être en lien. Elle permet de se donner à voir qu'on on est nombreux et qu'on est fort potentiellement. Et elle permet aussi de partager de l'information qui n'est pas partagée sur les réseaux numériques ou partageable sur les réseaux numériques parce qu'ils sont écoutés, comme ça a été fait à Hong Kong par exemple. Les gens discutaient pendant les manifestations pour des informations critiques d'activisme souterrain. Et je crois que ça c'est très important aujourd'hui, on a besoin d'un activisme souterrain, et ça n'est pas contradictoire avec la doctrine non violente que je porte. Dans la non-violence de Gandhi, il y a l'idée de l'action directe. L'action directe, c'est quoi? C'est le boycott, et certaines actions qui sont éminemment efficaces au niveau symbolique, avec très peu de risques judiciaires, mais qui nécessitent d'être partagées dans le secret et portées par quelques petits groupes actifs, et sûrement pas par l'ensemble de la structure narrative, et notamment par la tête de cortège qui va aller parler dans un micro. On peut pas parler de ça dans un micro. Par contre, ça peut se faire, et c'est très bien que ça se fasse. Et la manifestation est un bon espace d'organisation de ce type d'action. Et tant mieux s'il y a plein de gens qui les énergétisent. Moi, je n'appellerai jamais, bien sûr, il ne faut pas faire d'activisme anti-système, ni de désobéissance civile. Comme je vous dirais en hypnose, ne pensez pas à une girafe, mais voilà, peut-être vous y irez penser. Donc ça, c'est toute la question de l'action directe dans la doctrine non violente. Et je crois qu'aujourd'hui, des manifestations numériques seraient plus utiles que des manifestations dans la rue. Et ça, plus utile, la question c'est à quoi? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Et je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils cherchent juste à se mettre en lien. Et donc là, la manifestation, c'est bien. Mais faites plutôt un pique-nique dans un parc. Faites plutôt un truc dans la forêt, allez travailler ensemble, faites des ateliers où vous allez discuter de création monétaire, d'école, de santé, de la question démocratique, de partage du pouvoir. Ça, je pense que c'est plus intéressant qu'aller faire une manifestation aujourd'hui où vous prenez des risques, en fait, tout à fait réels vis-à-vis de la police, des médias et de la justice. Donc, voilà pourquoi je ne me suis pas investi là-dedans. Mais effectivement, les gens qui me l'ont reproché, en fait, sont à un stade où ils sont encore en colère et ils ont encore peur. Et ils ont encore besoin d'un papa tutélaire qui prenne la tête du cortège. Je crois que toute la résolution de la crise, c'est de renoncer à l'idéal messianique. Le Messie, il est déjà venu. Et donc, voilà. La conclusion de ça, c'est que nous sommes chacun en situation de pouvoir de faire quelque chose. Il n'y aura pas de Moïse pour cette sortie d'Égypte, là. Je crois pas. Mais où il y en aura plusieurs. Il y en a plein. Il y en aura beaucoup. Pensez à l'idéal dominant aujourd'hui dans la conception sanitaire qui prévaut dans la doxa dominante des fact-checkers, des zététiciens, des scientistes de tous bords, c'est la notion de pasteurisme, du pasteur. C'est assez drôle que celui qui porte, en termes d'image tutélaire, soit le pasteur qui conduit ses brebis. Le pasteur, c'est le berger. Et maintenant, c'est plutôt l'agriculteur industriel dans sa monoculture de bétail qui va injecter des trucs et comme ça, le bétail se tiendra tranquille. Et comme on met ce bétail dans une situation de stress maximal, il va aussi falloir lui fourguer tout ce qu'il faut pour l'anxiolyser. Et donc, on va lui fourguer du CBD. Vous avez peut-être vu d'un coup l'émergence du CBD de manière, vous dites non, c'est pas normal, il y a un plan de com derrière, quoi. Vous allez lui filer du cannabis ou de la drogue X ou Y, vous allez lui filer de la consommation de masse, vous allez lui filer du entertainment le soir avec Hanouna qui va faire des trucs qui servent à rien, etc. Vous allez lui donner du porno, du sucre, et à la fin, ça va, il va se tenir tranquille, le bétail, il va pas se rebeller. Ouais. Donc déjà, si vous arrêtez tout ça, vous allez ressentir la puissance d'agir, et là vous allez trouver plein de créativité pour aller faire des choses et mettre des grains de sable dans cet engrenage extrêmement néfaste qui est en cours. Alors dans ce livre, mais aussi dans tout le reste de vos actions, vous évoquez beaucoup d'initiatives avec quelques pistes d'actions concrètes, quelques modes d'emploi. Vous parlez de la permaculture qui est à la fois une technique, mais aussi une philosophie, enfin des principes de vie que vous appliquez à d'autres domaines, voilà. Mais alors, qu'est-ce que vous suggérez ou répondez pour ceux qui se disent tout ça c'est bien beau, mais moi concrètement dans ma vie j'ai pas les moyens d'entrer en dissidence, en fait j'ai mes enfants, ma maison, mon boulot, j'ai des contraintes que d'autres n'ont pas, où je n'ai pas le luxe entre guillemets de me bâtir ma petite société parallèle, que ce soit pour des petites choses ou des grandes choses. Est-ce que vraiment c'est à la portée de tout le monde, comme vous le souhaitez,
Ou est-ce que c'est pas un peu une illusion? Ouais, alors est-ce que c'est un loisir de bobo d'être résistant? C'est ça un peu la question derrière ce que vous me demandez. Peut-être, ouais, c'est vrai. Il y a énormément de contraintes aujourd'hui qui nous font rester dans le système. Mais je crois que c'est le cœur de la question du Covid. C'est est-ce qu'on a envie de rester dans ce système? Est-ce qu'on veut continuer à s'y agripper coûte que coûte? Parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait trouver. On a peur de pas avoir à manger, on a peur de pas pouvoir se loger, on a peur de finir en tôle. Et dans ce cas-là, on va s'y agripper. Mais on s'agrippe à du vent, à du sable. C'est en train de couler entre les doigts, de tous les côtés. Les gens, ils se sont agrippés à la liberté en pensant qu'au bout de 2 injections, ça y est, c'était bon. On leur a dit non, il faut une 3e maintenant. Puis on leur dira dans quelques mois, non, il faut une 4e maintenant. Et là, les gens commencent à percevoir que c'est une entourloupe, c'est un hold-up. Le 3e, on injecte du Wuhan 1 là. Le premier, même dans la grippe, je sais qu'on change les virus chaque année pour les adapter à ce qui est en train de se passer. Et là, non, on me réinjecte le premier, mais alors qu'on m'a dit que l'efficacité baissait et qu'il y avait de moins en moins d'efficacité au cours du temps à cause de l'émergence de nouveaux variants. Donc on m'injecte pas du tout pour que je sois en bonne santé ou que je sois pas contagieux. On m'injecte pour me tenir en esclavage. Donc là, ça invite à une réflexion sur tout ce qui nous tient en esclavage, tous nos attachements. Et à savoir qu'est-ce qu'on peut arbitrer, et est-ce qu'il y en a certains que je veux garder ou pas. Et l'institution s'effondre là, doucement, pièce par pièce. La démocratie s'effondre, l'école s'effondre, la santé s'effondre, la science s'effondre, la monnaie s'effondre, tout s'effondre en fait. Et même ce qu'on considérait comme un décor, l'environnement, la nature est en train de s'effondrer autour. Parce qu'en fait, c'est pas un décor, on en fait partie. Et que si tout notre monde s'effondre, ça aussi, ça s'effondre en même temps. La question, c'est qu'avec toutes les pièces là qui sortent de cet effondrement, comme si vous démontiez un vaisseau Lego et que vous repreniez les briques une par une, vous reprenez celles qui sont belles, celles qui sont utiles, celles qui sont pas encore abîmées, et vous reconstruisez quelque chose. Et vous le substituez. Donc l'idée, c'est pas de sortir du système, c'est de faire renaître à l'intérieur du système quelque chose qui soit du domaine institutionnel. Et ça veut dire questionner ce que vous pensiez être l'institution, s'inspirer de l'alternative, ce qui était à côté, mais ne pas le laisser à côté, le ramener à l'intérieur et dire maintenant c'est ça l'institution. Ce livre, c'est justement la tentation et la tentative de faire que tout ce qui est alternatif dans sa compréhension du monde ou dans des propositions qu'on fait pour le monde devienne l'institution. Ça aurait pu rester une vidéo YouTube ou une divagation sur un podcast. Non, on cherche que ce soit dans un vrai livre, dans une vraie maison d'édition. Ça m'aurait rapporté plus d'argent d'être en auto-édition en fait. Donc l'intention, c'est pas l'argent, je m'en fiche. L'intention, c'est de poser dans l'institution, justement, l'alternative pour qu'elle devienne l'institution. Le film qu'on est en train de faire, c'est un film cinéma. 4K, des terawatts, etc. Vous allez dire, c'est complètement incohérent, on est en train de cramer du carbone à gogo, etc. pour faire un film. Ouais. Où on ne montre que des choses qui pourraient paraître alternatives, mais qui existent déjà. Et l'idée, c'est d'aller mettre à l'intérieur de l'institution cette alternative. Ça va, c'est compréhensible ce que je dis? Pour qu'à la fin, ça crée un domaine institutionnel désirable, dans lequel tous les gens vont aller, parce que c'est chouette. Parce qu'effectivement, faire un jardin en permaculture, c'est plus intelligent que d'aller mettre du Roundup dans tous les coins. Parce que créer des systèmes culturels et agricoles et culturaux, ou avec de la permaculture, qui sont résonnants, où il y a à la fois de l'art, de la beauté, des écoles, des restaurants, l'endroit où on fait le compost, et puis l'endroit où on produit, oui, c'est plus désirable que d'avoir une société à l'américaine où il faut faire 50 heures de bagnole pour aller faire ci ou ça, dans un endroit où vous êtes hyper concentré dans des centres-villes urbains, où vous n'arrivez même plus à respirer tellement il y a de béton et de plastique. Et puis de l'autre côté, vous partiriez en week-end une fois de temps en temps pour aller prendre l'air en Touraine. Ce système-là, il n'est pas désirable. Donc c'est recréer quelque chose qui est désirable et où on a envie d'aller collectivement. Est-ce que c'est uniquement pour les riches? Une deuxième partie de la question. Aujourd'hui, dans les quartiers nord, ce que je vous dis là, c'est déjà fait. C'est-à-dire que l'institution de vie sociale dans les quartiers nord, c'est déjà quelque chose qui pourrait vous paraître complètement alternatif. Aujourd'hui, pour le meilleur avec et pour le le même pire. argent que la drogue et un niveau de violence important, il y a des écoles qui sont là. Il y a des gens qui prennent soin des personnes âgées, il y a des distributions de repas. Et tout ça, ça existe en fait. Parce que ça a été déserté par l'institution et le système. Et donc, est-ce que ces endroits-là, c'est juste les territoires désertés de la République? Ouais. Mais c'est aussi des territoires d'invention comme des ZAD, des zones à défendre, de choses qui sont extrêmement désirables en fait en termes de lien social et qui pour le moment vivent sur les décombres du système et sur ses failles, l'argent de la drogue par exemple. Si vous demandez à un Colombien qu'est-ce que c'était Pablo Escobar, il va pas vous dire que c'était un dangereux narcotrafiquant, il va vous dire que c'était un grand bienfaiteur en fait, qui a fait des écoles, des routes, des hôpitaux avec ce qu'il pouvait.
C'est-à-dire, en gros, ces briques qu'ils pouvaient prendre, qui étaient uniquement la drogue jusqu'ici. Je défends pas la violence qu'il y a autour de la drogue, et je défends pas la drogue, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste, on fait comme on peut à partir des décombres. Et là, il y en a tellement des décombres que vous avez même plus besoin d'être illégal. Vous pouvez le faire de manière légale, parce que c'est déjà en train de s'effriter de partout. Donc là-haut, c'est déjà pas des gens riches. En Colombie, c'est pas des gens riches. Les zapatistes au Mexique, c'est pas des gens riches non plus. Et c'est plus facile quand on a rien à perdre. Ouais, exactement. Par contre, c'est des gens qui acceptent l'idée que je renonce à tout ce que je croyais faire être de la valeur jusqu'ici. Peut-être que mon travail n'avait pas de valeur. Peut-être que mon emprunt de cette maison n'avait pas de valeur, etc. Je me mets à disposition qu'il survienne autre chose. Et en fait, à partir du moment où vous faites ça, mais tout arrive à vous, quoi. J'ai jamais reçu autant de cadeaux que toute cette année, j'ai jamais rencontré autant de gens. Alors même qu'on pourrait dire, mais t'as tout perdu, en fait. T'es quasiment plus médecin, quoi. Ouais, mais en fait, encore une fois, j'ai jamais été aussi heureux, j'ai jamais été autant nourri par tout ce qui m'arrive. Donc ce choix-là, de mise à disposition, c'est répondre à un appel qui est plus grand et qui résonne depuis longtemps. Donc c'est toutes les croyances limitantes qu'il va falloir à un moment questionner et dire est-ce que je suis capable. Et là c'est très heureux parce qu'en fait on vous demande pas de tout lâcher. Personne n'a dit qu'il fallait être dans un sacrifice et effectivement être Moïse qui construit hors du désert le peuple hors d'Égypte, quoi, hors d'esclavage. Non, chacun fait sa part en fait. Ça a déjà été explicité par Pierre Rabhi et les colibris. Rien n'est grandiose. Juste d'organiser une bibliothèque collective aujourd'hui dans un collectif pour les gens qui peuvent plus aller à la bibliothèque, vous n'avez rien besoin d'abandonner. Hein. Vous pouvez le faire même avec les outils du système numérique. Par contre, vous allez permettre à des gens comme moi qui aujourd'hui ne peuvent plus rentrer, et mes enfants qui ne peuvent plus rentrer dans la bibliothèque municipale, alors qu'on y allait toutes les semaines, vous allez leur permettre d'accéder à nouveau à des livres et du savoir, de la culture et du lien. Donc, il n'y a pas besoin d'être radical, il y a besoin de quelques personnes qui sont radicales et qui sont exemplaires, qui ouvrent le chemin, effectivement. Là, je vais vous prendre un exemple historique, parce que les gens ne croient pas que ce soit possible. Mais à la fin de l'Empire romain, c'est un des exemples de sobriété heureuse et de décroissance volontaire. Les gens qui sont les plus riches et qui sont à Rome, au milieu du marbre, des orgies à la graisse d'ours, comme dans Astérix, vous savez, et qui en peuvent plus, ils sont verdâtres, ils passent leur journée à vomir, etc. Ils ont la nausée, en fait, de leur mode de vie. Se disent, mais à quoi bon tout ça? En plus, on l'a fait en pillant les colonies, en allant mettre des Ponce Pilate partout, et fomenter des guerres entre les gens, en pillant les ressources de manière extrêmement brutale. Et donc tout notre marbre, toutes nos orgies ne reposent que sur de la violence et de la guerre ailleurs, externalisée encore une fois. Mais il y a des gens qui disent stop, ce truc-là j'en veux plus en fait. Ils coupent tout et ils partent. C'est l'histoire d'Honorat d'Arles, entre autres, par exemple, qui va aller fonder les monastères de Lérins, du côté de Nice et de Cannes. Et c'est quoi? C'est un idéal de dénuement complet, les pieds dans la terre, mais la tête dans les étoiles avec Dieu. Donc un moment historique où on rompt avec un âge matérialiste, qui est celui de la Rome antique, pour aller vers un âge, on pourrait dire spirituel, souvent c'est un gros mot pour les gens, ça leur fait peur, mais on pourrait dire un âge du lien, très profond, à la nature et aux autres, qui à la fois donne naissance à des choses absolument étonnantes, des expérimentations qui ne seraient jamais arrivées autrement, comme les cathédrales, comme l'amour courtois, comme des choses comme ça. Et donc le Moyen-Âge n'est pas cet âge d'obscurantisme dont on a parlé, et ça ne tient que sur, au départ, quelques exemples, quelques exemplarités. Mais c'est intenable, et tout le monde ne peut pas le faire. La règle monastique va passer son temps à changer parce qu'elle est trop dure. À se lever à 5h du mat pour bêcher la terre, et puis après aller prier, faire matine, machin, je sais pas quoi, compli, c'est intenable en fait. Par contre, ça va irriguer un bain culturel collectif de dénuement volontaire, en disant mais l'important c'est pas l'argent, l'important c'est pas d'avoir toujours plus. Non, l'important c'est d'être ancré, les pieds dans la terre, à être au contact du réel, et en même temps, dans quelque chose de plus grand, et vous l'appelez comme vous le voulez, il n'y a pas besoin que ça s'appelle Dieu, que ça ait une religion, hein. Il peut y avoir des spiritualités laïques, qui sont en gros une réflexion sur qu'est-ce que c'est de faire partie de ce monde, qu'est-ce que c'est de vivre et mourir, de souffrir, d'être malade, d'être en lien, de faire des enfants ou pas. C'est ça les questions spirituelles, et c'est les vraies questions, c'est les seules vraies questions importantes. Du sens, ouais. Quel sens à notre vie? Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui vivent sans aucun sens. Je repense à David Graeber et la notion de bullshit job. C'est quelqu'un qui est un sociologue qui a écrit sur l'idée qu'aujourd'hui 80% de la condition salariée était pire que la condition ouvrière en termes de souffrance, que les gens étaient convaincus que ce qu'ils faisaient ça servait à rien, mais qu'ils y allaient quand même.
pour aller choper leurs 5 semaines de congés payés, pour aller défouler toute leur frustration ailleurs. Et c'est vraiment le syndrome de l'Américain. Je crois qu'il faut sortir de ça, il faut vivre sa vie et accepter peut-être à un moment de traverser le désert, mais après de trouver la terre promise. Et c'est ce que vous tentez de faire donc dans ce livre, Tous résistants dans l'âme, un livre d'entretien avec Stéphane Chatry aux éditions Guy et Daniel, qui se poursuivra par d'autres projets, le film dont vous avez parlé, qui vise à semer donc des graines pour reconquérir le sens et le réel. Merci beaucoup à François, merci à tous. Merci beaucoup Louis Fouché pour votre accueil et merci à tous d'avoir suivi cet entretien et à bientôt sur francesoir.fr. Au revoir.